Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité. Il s'agit de Monsieur Blaillac, du centre Charpak à Gardanne. Mais pour commencer, voici une nouvelle version de Belle Marquise, extrait du Bourgeois gentilhomme de Molière. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose, ni vers. Mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Mais pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose, sauf que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour ». Mais que cela fût mis de manière galante, que cela fût tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffriez nuit et jour pour elle les violences d'un... Non, je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces salles de paroles-là dans le billet. Mais tournez à la mode, bien l'arranger comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre premièrement, comme vous l'avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux d'amour, belle marquise mourir. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela du tout premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de revenir demain de bonne heure. CPA, info jardinage. Aux ateliers de Gaïa, nous avons ramassé des fraises et des salades. Nous avons planté une autre salade et des poivrons. Info piscine. Hier, le groupe 1 a sauté dans la grande piscine et a traversé avec une frite. Lola est passée du groupe 2 au groupe 3. Bravo. Dans le groupe 3, on essaie de toucher le fond de la grande piscine. C'est Emma. Notre invité du jour a commencé par se présenter. Je suis Sylvain Blaillac. Je travaille à l'école des mines de Saint-Étienne, site Georges Charpak à Gardanne. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fait deux choses. On fait de la formation. On forme des ingénieurs. Vous savez ce que c'est, les ingénieurs? Ingénieur, c'est en gros une personne dont le métier est d'inventer des systèmes qui sont techniques, qui utilisent certaines techniques. Et nous, on travaille dans le domaine de la microélectronique. Et alors, il y a la formation des ingénieurs, et à côté de ça, on fait aussi de la recherche. C'est quoi la recherche? Précis? Rechercher des choses qui n'ont peut-être pas existé, chercher si elles existent. Oui. Alors, regarde ça. Chercher comment fabriquer quelque chose. Oui, pas forcément fabriquer. À la base, la recherche, c'est comprendre les choses. On peut faire de la recherche en biologie, par exemple. Je prends l'exemple des abeilles. On sait qu'à l'heure actuelle, les abeilles, elles ont un problème parce qu'elles ont un taux de mortalité important. Eh bien, il y a des biologistes qui vont essayer de comprendre pourquoi les abeilles, elles ont un problème. Donc la recherche, c'est deux choses. C'est la recherche fondamentale qui permet de comprendre des phénomènes, des phénomènes naturels, des phénomènes physiques, etc., etc. Et la recherche appliquée, qui consiste à utiliser cette compréhension pour fabriquer des choses. Alors moi, je suis enseignant, donc je fais des cours devant des élèves. Je fais des cours d'électronique essentiellement. Et je fais aussi de la recherche. Sur, notamment,
j'ai fait un projet sur les panneaux photovoltaïques. Ensuite, nous lui avons posé les questions que nous avions préparées. Nous lui avons demandé d'abord des précisions sur son métier. Donc mon métier, c'est d'être à la fois enseignant. Alors qu'est-ce que j'enseigne? En fait, j'enseigne de l'électronique. Et pour ça, je m'appuie aussi sur ce que je comprends quand je fais de la recherche. On fait des expériences, on essaie de comprendre des choses. Et ensuite, on essaie de transmettre ça aux étudiants. Quand on fait de l'enseignement, on est obligé d'expliquer les choses clairement. Vous allez fabriquer un objet, par exemple. Et vous allez imaginer un mécanisme particulier. Si vous êtes obligé d'expliquer à quelqu'un la façon dont vous l'avez fait, vous vous rendez compte qu'il y a des choses peut-être que vous ne les avez pas comprises exactement comme il fallait. Et quand vous allez devoir l'expliquer, vous allez devoir être très clair, et ça va vous aider à comprendre encore mieux ce que vous faites. C'est pour ça que c'est intéressant de faire les deux. Mais la recherche, ça se fait de plusieurs façons. Soit, la première chose, c'est de dire, bon voilà, je vais essayer d'étudier un sujet. Je prends un exemple, je sais pas moi, les écrans tactiles qu'il y a sur vos téléphones. Voilà, je dis, je veux faire de la recherche là-dessus. Qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je voudrais comprendre comment ça fonctionne et puis essayer d'en inventer des nouveaux, par exemple. Alors, qu'est-ce que je commence? Vous allez vous renseigner sur Internet. Voilà. Alors, Internet, pas que Internet, parce que Internet, c'est vrai, c'est une bonne façon d'attraper le sujet, mais en général, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une étude bibliographique, c'est-à-dire d'essayer de voir ce qui existe déjà sur le sujet. Ça ne sert à rien de faire quelque chose qui a déjà été fait par ailleurs. La recherche, ça sert à faire des choses nouvelles. Je crois que c'est toi qui disais ça. Hein. Et ensuite, on se dit, tiens, je vais essayer soit de comprendre un phénomène, soit d'inventer quelque chose de nouveau. Et donc, à partir de là, on va passer dans une deuxième phase. On va faire des expériences. On va tester des choses. Et troisième phase, une fois qu'on a compris quelque chose, eh bien, on va essayer de comprendre les mécanismes qui font ça. J'étudie la façon dont une plante elle se développe. Je vais faire des expériences, je vais tester des conditions, je vais mettre de l'eau, pas de l'eau, etc., etc. Je vais tester différentes conditions. Mais c'est ce que vous avez fait l'autre jour avec la maîtresse. Hein, pourquoi vous avez fait ça? Vous vous souvenez pourquoi vous avez fait ça? C'est ça la recherche. On fait une expérience pour essayer d'étudier la croissance de la plante, pour après pouvoir comprendre certains problèmes, par exemple, sur la plante. De façon très basique, je dirais, j'arrête de lui mettre de l'eau. Je ne sais pas à quoi ça sert l'eau dans la plante. J'arrête de lui mettre de l'eau, elle meurt. Donc je mets de l'eau, donc j'en conclus que la plante a besoin d'eau pour grandir. D'accord? Et au fur et à mesure, comme ça, je vais faire plusieurs expériences, et au fur et à mesure, je vais essayer de comprendre l'eau, ça sert à quoi, elle va où, elle passe où à la fin. Et à la fin, je comprendrai comment cette plante grossit. Et donc, à la fin, une fois que j'aurai compris des choses nouvelles, je vais passer à une troisième phase, c'est que je vais communiquer sur ce que j'ai fait. Et ça s'appelle la publication. Puis, nous avons voulu savoir pourquoi il avait voulu faire ce métier. Soit je vous fais la réponse sincère, soit je fais la réponse réelle. Ah, c'est les deux. Non, la sincère ou celle que je peux reconstruire après. Les deux. Les deux. On va faire les deux, c'est possible. Concrètement, après mon bac, donc j'ai fait à l'IUT, donc c'est une formation de technicien 2 ans après le bac, et normalement, quand on a fini, on va travailler directement. Mais moi, je trouvais que je n'avais pas assez appris et j'avais pas trop envie de m'arrêter là. Donc je suis allé à l'université. Et là, j'ai suivi un petit peu... alors moi, ce qui m'intéressait, c'était l'électronique, donc j'ai un petit peu appris au fur et à mesure l'électronique. Et à la fin de ma formation d'université, ça arrivait donc à 5 ans après le bac, j'avais pas envie de faire de la recherche. Très clairement, je veux dire, Et puis, à l'époque, j'ai fait mon service militaire, et puis on m'a appelé, on m'a dit, mais est-ce que tu voudrais faire une thèse? Une thèse, c'est 3 ans après la fin de ses études, on prend un sujet de recherche et on développe une recherche comme ça. Et on va soit dans un laboratoire, soit dans une entreprise. Et c'était sur les télécommunications.
Et ben, je me suis lancé, donc j'ai fait ce travail de thèse. Voilà. Et finalement, j'ai découvert que c'était très intéressant. Pourquoi? Ben, parce que mon métier, en fait, au final, ça ne consistait pas à répéter ce que les autres avaient pensé pour moi, mais c'était, pour moi, d'écrire des choses, enfin, d'être en avance sur la société. Voilà. De penser les choses par moi-même. Et donc d'avoir une certaine liberté intellectuelle. Voilà. Mais j'ai pas suivi un cursus, j'ai pas suivi des études, j'avais pas décidé ça très tôt en fait. Je suis arrivé comme ça, au fil de l'expérience. Quel parcours faut-il suivre pour travailler au centre Charpak? Au centre Charpak, il y a différents types de métiers. Parce qu'en fait, dans un centre de recherche, en fait, il va y avoir, c'est comme une entreprise, hein. Donc il va y avoir les métiers de chercheurs. Alors, les métiers de chercheur, en général, il faut faire une thèse. Alors, voilà, ça c'est l'enseignant-chercheur. Après, vous avez des gens qui sont enseignants ou alors des gens qui travaillent comme ingénieurs, ou des gens qui travaillent comme techniciens. Alors ingénieur, ça sera 5 ans après le bac, donc c'est moins que le docteur. Et vous avez des gens qui sont techniciens, c'est 2 ans après le bac. Voilà. Et vous avez aussi des gens qui sont là pour les services administratifs, des secrétaires, des gens qui s'occupent des services techniques, etc. Que préparent les étudiants du centre Charpak? Donc ce sont des ingénieurs. Il y a 2 filières. Il y a ceux qu'on va aller chercher, qu'on recrute sur concours. Donc eux, ils font 2 ans de préparation après le bac. Après, ils viennent chez nous pendant 3 ans. Et après, ils sont ingénieurs. Et on a 4 options. Alors, les options, c'est quelle est la spécialité. Alors, il y en a une qui s'appelle électronique et énergie. Il y en a qui font des systèmes bioélectroniques. 3e option, qui s'appelle mobilité et sécurité. Tout ce qui concerne vos téléphones portables, les éléments que vous utilisez, enfin, peut-être pas tous, mais certains en ont, et vous connaissez tout ça. Tous ces objets, toutes les applications qu'on peut développer avec, tous ces objets technologiques, voilà, il y a cette option-là. Et une autre option qui s'appelle informatique, et alors informatique et tout ce qui est organisation de la société. Donc ça fait 4 possibilités de métiers sur lesquels les étudiants vont choisir. Les questions suivantes portaient sur les énergies. Quelles sont les énergies non renouvelables? Moi je vais répondre de façon détournée. Qu'est-ce que c'est que les énergies renouvelables? Ben, les énergies renouvelables, c'est les énergies ouais. Qui sont toujours là, qui ne s'épuisent pas. Qui ne s'épuisent pas. Par exemple, le soleil, c'est une énergie renouvelable. Le soleil, Je ne sais pas si on peut dire ça, que le soleil s'épuise. Mais je veux pas. Mais simplement, la différence entre le non renouvelable et le renouvelable, c'est quoi? C'est les énergies, les différences entre les énergies de stock, c'est-à-dire quelque chose qui est dans un réservoir. Et quand j'enlève du réservoir, eh bien il en reste moins. Et les énergies de flux. Qu'est-ce que c'est une énergie de flux? Ben, par exemple, le vent, c'est une énergie de flux. D'accord? C'est pas parce que j'ai fait tourner une éolienne que demain il y aura moins de vent. Vous voyez la différence? Donc les énergies. Et pour le soleil, on ne peut pas considérer que c'est pareil? Eh bien le soleil, c'est embêtant parce que le soleil c'est quand même une énergie de stock. Mais une énergie de stock tellement importante que de toute façon, c'est pas parce qu'on va tirer dessus qu'on va poser des problèmes à la planète. Voilà. En fait, de toute façon, il y a comment expliquer ça? Il n'y a aucune énergie qui est éternelle. D'accord? L'énergie, quand elle est à un endroit, c'est parce qu'elle y a été mise, elle y est, et quand on tire dessus, de toute façon, il y en a moins qu'avant. Ça, c'est évident. Mais les énergies non renouvelables dont on parle, le pétrole, le charbon, le gaz, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez en trouver d'autres.
Ça, c'est des énergies qui sont en quantité limitée. Et quantité limitée, ça veut dire que quand je vais tirer sur le stock, ça va baisser. Donc au bout d'un moment, j'ai un problème. Et pourquoi à l'heure actuelle, on a un problème avec les énergies non renouvelables? C'est qu'en fait, par exemple, le pétrole, le charbon, le gaz, c'est des énergies qui ont été accumulées sur des millions d'années. Qu'est-ce que c'est que le pétrole? C'est des déchets, des débris végétaux qui se sont transformés. Et qu'est-ce que c'est la source de cette énergie au départ? D'où elle vient au départ? Si c'est des végétaux qui se sont décomposés. Si elle vient de la nature, Oui, mais encore. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait des végétaux? de l'eau, Mais la source d'énergie pour le végétal, c'est quoi? l'oxygène, Non. L'oxygène, c'est un gaz, mais de l'air, il y a quelque chose de très important pour qu'une plante pousse. le soleil, Le soleil. Donc à la fin, le pétrole, l'énergie qui a été stockée dans le végétal qui se décompose, c'est l'énergie solaire. Sauf que ça a été accumulé sur des millions et des millions d'années. Notre problème à l'heure actuelle, c'est que depuis la révolution industrielle, en gros, on consomme une énergie très très rapidement qui a été stockée sur des millions d'années. C'est pas logique. Vous voyez. Donc ça c'est la première chose, c'est que le stock diminue, mais c'est qu'en plus, on la consomme tellement rapidement qu'on déstabilise le système en fait. C'est-à-dire qu'on produit du CO2 qui va déstabiliser le climat, etc. Alors que si j'utilise des énergies de flux, globalement, non seulement je ne pompe pas sur un stock, mais en plus j'ai un impact, j'ai une production de CO2, etc. qui est quasiment nulle. Pourquoi utilise-t-on ces énergies non renouvelables? C'est que pour l'instant, on n'a pas appris à faire autrement. Alors, je vais moduler ce que je dis. On a désappris à faire autrement. Parce que quand on n'avait pas de pétrole, l'utilisation du pétrole, je ne touche pas, peut-être au 19e siècle à peu près. Avant, comment on se débrouillait? On se débrouillait avec ce qu'on avait. C'est-à-dire que On avait des chevaux. on avait des chevaux, et les chevaux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Leur énergie, ils la tiraient d'où? Du végétal. On faisait du feu, on se chauffait au bois, etc. Donc on utilisait dans son environnement direct des choses qui nous permettaient de subsister. Mais on n'en avait pas beaucoup de l'énergie. Et puis, il y a eu le pétrole. Et là, on a eu énormément d'énergie. Et donc on s'est dit, on peut faire plein de choses. On peut voler très vite, on peut prendre une voiture, on peut aller très loin, on peut rouler très vite, etc. Mais ça dépense beaucoup d'énergie. Et ça revient tout simplement à dire que cette énergie de stock, je peux l'avoir en grande quantité, et donc je peux faire des choses qui dépensent beaucoup d'énergie, mais tant que le stock il est là, je peux faire ça. Si j'utilise les énergies de flux, c'est-à-dire celles qui sont là, l'énergie du vent, etc., j'en ai beaucoup moins à un moment donné. Cette énergie, elle est diffuse. J'en ai partout. Le soleil, j'en ai partout sur toute la Terre. J'ai de quoi m'alimenter. Mais c'est beaucoup plus compliqué de la concentrer, de la ramasser et ensuite de pouvoir l'avoir exactement quand je la veux. Le seul souci, c'est que je n'ai pas forcément l'énergie que je veux au moment où je la veux. Pourquoi? Parce qu'il y en a une, c'est l'énergie de stock, donc elle est là, je pisse dedans, pas de problème. L'autre, c'est l'énergie de flux, et je ne peux l'utiliser que quand elle est présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il faut apprendre à travailler avec ces énergies renouvelables. Ça veut dire qu'il faut faire penser tout ce qui est réseau électrique, etc., pour pouvoir stocker de temps en temps, emmagasiner quand j'ai beaucoup d'énergie, et ensuite pouvoir la restituer quand j'en ai besoin. Et tout ça, c'est des choses que, pour l'instant, on n'a pas vraiment appris à faire. Existe-t-il des énergies peu utilisées? Il y a beaucoup d'énergie gaspillée qu'on pourrait récupérer. Par exemple, il y a quelque chose qui est, notamment en Gardanne, c'est tout ce qui est le gaz qui est produit par la décomposition des déchets. Ça, c'est
c'est une énergie. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne l'utilisait pas. Alors que on se rend compte, par exemple, tout ce qui est les déchets agricoles, etc., tout ça, ça produit du gaz. Et ce gaz, on peut l'utiliser. Il y a des gens qui font comme ça des unités qu'on appelle des unités de méthanisation. Il y en a peu en France, à l'heure actuelle, mais c'est une source d'énergie qui peut être très intéressante pour faire du gaz à partir des végétaux. Mon père, qui habitait dans une exploitation agricole à Montpellier, son père avait fabriqué une unité de méthanisation. C'est-à-dire qu'il avait une grande cuve dans laquelle il mettait les déchets et il s'éclairait avec, alors il récupérait du gaz qui était le méthane, il s'éclairait avec ce gaz. Et puis un jour, le pétrole est arrivé, puis le pétrole, l'électricité, etc., pas cher, et tout ça, ça n'a pas été poursuivi. Mais il y a plein d'énergies comme ça qu'on peut utiliser. Nous avons continué en lui parlant de sa spécialité, l'électronique. Est-ce que l'électronique est une énergie? Non. L'électronique, c'est une... Alors, ça consiste à utiliser... Bon, on va parler de l'électricité. Qu'est-ce que c'est que l'électricité? L'électricité, pour le coup, elle transporte une énergie électrique. Qu'est-ce que c'est que l'électricité? C'est dans un fil des électrons qui se déplacent. Et quand ils se déplacent, en fait, ils transportent avec eux une énergie. D'accord? Donc l'électricité, c'est les électrons qui se déplacent, et ces électrons qui se déplacent portent une énergie. D'accord? Ça, c'est la base. Qu'est-ce que c'est que l'électronique? Eh bien, c'est d'utiliser ce déplacement des électrons pour transporter une information. Le téléphone à fil. Qu'est-ce que je fais quand je parle? Je vais parler dans un cabinet. Il y a ce qu'on appelle un capteur, c'est une espèce de haut-parleur à l'envers. Quand je vais parler, il va vibrer. Il va créer ma voix va se transformer en électrons. Ces électrons, ils vont voyager sur un fil et ils vont aller jusqu'à mon correspondant. Et comme ils voyagent très très vite, vous savez à quelle vitesse ils voyagent? Ils voyagent à peu près à la vitesse de la lumière. Donc quand je vais parler, je peux parler à l'autre bout de la France ou même du monde sans qu'il y ait vraiment de retard. Voilà. Donc l'électronique, ça consiste à utiliser l'électricité pour transporter une information. On va... Alors là, c'est un peu bien expliquer ce que c'est ensuite. On va essayer avec ça de faire du calcul. On a développé des méthodes de calcul qui utilisent des 0 et des 1, qui s'appellent les calculs binaires. Et donc je vais mettre plein de petits éléments électroniques qui vont faire des calculs avec ces 0 et ces 1 et qui vont me permettre de travailler avec cette information, ces 0 et ces 1. Donc ça, c'est la base de l'électronique. Comment fonctionne un appareil électronique? Alors, un appareil électronique, bon, ça c'est encore une question compliquée. Mais le principe, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un appareil électronique déjà? Est-ce que c'est un appareil multimédia? Est-ce que c'est quoi pour un appareil électronique? Une machine à laver. Alors, une machine à laver, elle va mélanger un système avec un tambour qui tourne avec un moteur. Et la partie électronique de la machine, c'est quoi? T'as un bouton que tu tournes pour la puissance, pour pas que ça abîme trop. Le programme. Oui. Le programme, c'est quoi? Je fais rentrer l'eau, je lave, j'essore. Ça veut dire que quelque part dans la machine, il y a une mémoire qui a stocké le programme. La machine, elle sait ce qu'elle a à faire. Et bien, ce programme, il est stocké dans une mémoire électronique. Alors ce programme, il est dans une puce électronique. Alors, je ne sais pas, vous en avez déjà vu des puces électroniques? Et donc, cette puce électronique, elle contient d'une part la mémoire, et elle contient aussi tous les éléments qui vont permettre de venir commander l'ouverture de la pompe, etc. Le matériau dans lequel on fait l'électronique, vous savez ce que c'est? C'est le silicium. Qu'est-ce que c'est que le silicium? Eh bien, c'est du sable de rivière, de la silice, on va prendre du sable de rivière. Par contre, pour qu'il soit
qu'il soit un bon matériau électronique, on va le purifier et on va, ce qu'on appelle le monocristalliser. C'est-à-dire que c'est des petits grains de matière qui vont être orientés tous dans la même direction et ça va lui donner des propriétés électroniques. Merci à Monsieur Blaillac qui a su nous expliquer simplement les choses compliquées. Au revoir. Bonne semaine!